Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Le général Lambert Lucas, il est sur le plateau. Il a été envoyé par la ministre des Outre-mer, par le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre pour tenter de répondre à la question de la population en termes de sécurité et d'immigration. Mon général, bonjour. Bonjour Monsieur Milan et merci pour votre invitation. Mais c'est nous qui vous remercions d'avoir accepté notre invitation. On a évidemment plein de questions à vous poser, mais on va commencer par l'actualité chaude, celle de ce matin, que ce soit à Tsingoni, que ce soit du côté de Bandrélé. Il y a des opérations LIC, lutte contre l'immigration clandestine, qui sont en cours. Il y en a eu également hier. Est-ce que ça va être de nature, est-ce que ça va être suffisant en tout cas pour donner envie aux grévistes de lever les barrages ? Alors Monsieur Milan, bon, vous abordez le sujet de la lutte contre l'immigration clandestine, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la lutte contre tous les phénomènes de délinquance qui impactent Mayotte. Il y a également la sécurisation des transports scolaires. Je vous rappelle que d'ailleurs l'escadron qui a été envoyé de Guadeloupe et de La Réunion était là justement pour intervenir sur les violences scolaires. Donc tout un spectre, et y compris les bandes bien évidemment. Donc il y a eu un certain nombre d'opérations, effectivement, maintenant depuis plusieurs jours. Alors si vous me posez la question de savoir pourquoi on ne l'a pas fait avant, j'allais vous la poser, forcément. Ah bien écoutez, je vais anticiper un petit peu votre geste. Bon, bien évidemment, on peut regretter que ceci ait pris un peu de temps. Maintenant, je dis que sur les dernières années, il y a quand même eu des augmentations d'effectifs particulièrement significatives. Entre 2016 et 2018, il y a eu plus de 100 gendarmes qui ont été injectés ici sur le territoire. Et je peux vous le dire, il y en aura encore dans les années qui viennent. D'ailleurs, Madame la ministre des Outre-mer a dit très clairement ce qui va se passer. Je dirais que les annonces qui ont été faites vont parfaitement dans ce sens-là. Oui, mais quand alors je vais vous la reposer la question, pourquoi ne pas l'avoir fait avant, Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre que l'île se bloque? Pourquoi il a fallu attendre qu'il y ait des barrages, des blocages, que l'économie soit paralysée pour pouvoir agir? On a le sentiment qu'on gère l'outre-mer dans l'urgence, en permanence. Alors, encore une fois, je crois, j'ai l'intime conviction, puisque peut-être ne le savez-vous pas, mais l'année dernière, quasiment à la même époque, j'étais en Guyane au sein de l'équipe d'experts de haut niveau qui a entamé des discussions avec les collectifs qui étaient sur place, avec les deux ministres, la ministre des Outre-mer et le ministre de l'Intérieur de l'époque. On a là une situation à Mayotte qui n'est pas récente, c'est vrai. Et depuis, je peux vous le dire, depuis les années 2010, là, les atteintes aux biens et les atteintes volontaires à l'intégrité physique ont vu leur nombre multiplié quasiment par 2,5, par 3. C'est vrai aussi que pendant le même temps, il y a eu plus de 150 000 habitants supplémentaires ici sur Mayotte. Donc tout ça mis en perspective montre qu'effectivement, il fallait faire des efforts. Et ces efforts ont été faits, même s'ils n'ont pas été suffisamment visibles ces dernières années. Encore une fois, sur les 3 dernières années, c'est 100 gendarmes supplémentaires et un certain nombre de policiers qui ont été déployés ici sur Mayotte de manière pérenne. Combien, mon général? On a aujourd'hui combien de gendarmes, en dehors des mobiles qui font des allers-retours, combien de gendarmes en permanence ici à Mayotte, à la minute où on parle? Alors, si l'on exclut, bon, il y a les 2 escadrons supplémentaires qui sont arrivés dans le cadre des élections et qui sont directement engagés sur la lutte contre l'immigration clandestine. Ces 2 escadrons, non. Ils couvriront toute la période des élections. Et moi, je me félicite que le premier tour se soit passé dans de bonnes conditions en ce qui concerne la sécurité. Je forme des vœux pour qu'il en soit de même le week-end prochain. Donc ces 2 escadrons, eux, n'ont pas vocation à être pérennisés. Ce qui a vocation à être pérennisé, et c'est dans les annonces de Madame la ministre, c'est le demi-escadron qui était là en renfort depuis 2016, qui, lui, va être pérennisé, et l'escadron, le 3e escadron, qui lui restera, comme ça a été annoncé, jusqu'à l'été. Ensuite, il y aura une réflexion, un audit sur le maintien éventuel de cet escadron supplémentaire. Donc 3 escadrons de gendarmerie mobile et environ 230 à 240 gendarmes départementaux ici sur le territoire. Voilà pour la gendarmerie. Côté police ? Alors, côté police, il faudra leur poser la question. Pour la PAF, de mémoire, c'est environ 260 fonctionnaires de police, et pour le DDSP, là vous avez vraisemblablement, vous connaissez vraisemblablement mieux les chiffres que moi. Mon général, beaucoup de questions qui arrivent au standard, et parmi celles qui reviennent le plus souvent, c'est
ok, on va repousser des gens aux frontières, notamment dans le nord, et on nous dit que, et on a pu le filmer également, c'est la population qui va chercher des personnes en situation irrégulière dans certaines habitations. Il n'y a pas de violence, ça c'est clair, on le reconnaît, mais c'est la population qui va chercher certaines personnes et les livre à la gendarmerie qui joue le rôle de taxi et qui amène ces personnes au CRA par des bus, ces fameux grands bus que l'on voit passer en ville, escortés par la gendarmerie. Pourquoi c'est la population qui fait ça en général ? Alors, ce que je voudrais dire, tout d'abord, bon, déjà, c'est pas la majorité des cas. Hein. Oui, on sait très bien que les étrangers en situation irrégulière, dans la majeure partie des cas, sont interpellés et par la gendarmerie et par la police nationale, notamment la police de l'air et des frontières. Bon, donc, il est arrivé, effectivement, qu'un certain nombre de ces personnes n'ont pas été livrées aux brigades de gendarmerie, mais se soient déplacées volontairement en direction des brigades de gendarmerie. On comprend bien pourquoi. Hein, je dirais, il y a vraisemblablement une inquiétude dans ces populations. On les a un peu aidés quand même, hein. Bon, effectivement, il y a pu y avoir, mais bon, on va pas se mentir. C'est vrai, on connaît bien la situation et on voit bien quel est le contexte dans lequel tout cela se situe. Mais je souhaiterais dire un mot à ce titre, en ce qui concerne ces personnes qui éventuellement seraient amenées dans les brigades, etc. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe la chose suivante, c'est que, bon, d'une part, comme on l'a vu sur Tigoni, je crois que c'était hier, hein, où il y a un certain nombre de mouvements de foule, etc. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'escadron qui lui-même est engagé dans une opération de lutte contre l'immigration clandestine est obligé de stopper son opération immédiatement, de se porter sur Tingoni pour éviter qu'il y ait des problématiques, et donc ce qui fait qu'on perd une demi-journée de travail pour cet escadron qui, lui, fait du boulot. Et je dirais que les policiers et les gendarmes, en ce moment, font du vrai boulot. Donc ça, c'est contre-productif. Ce qui est contre-productif également, c'est de se retrouver dans les brigades de gendarmerie avec des étrangers en situation irrégulière dont il faut s'occuper. Et nos gendarmes dans les brigades, eh bien, deviennent, je dirais, des hôteliers de ces étrangers en situation irrégulière, alors que pendant le même temps, nous interpellons des ESI que nous amenons au CRA qui... je dirais, remplissent le bateau, disons-nous les choses. Étrangers en situation irrégulière. Ouais. Donc, c'est contre-productif. Et puis, au-delà de ça, il y a toujours le risque de violence, il y a toujours le risque que des gestes incontrôlés soient commis. Et dans ce cas-là, eh bien, la gendarmerie ou la police mèneront des enquêtes. Et je vois là des gestes très contre-productifs dans l'effort commun que nous sommes en train de conduire. Mon général, Mayotte, 374 km². Oui. Mayotte est française. Est-ce que la 4e ou 5e puissance mondiale est capable de ramener la sécurité et la protection de nos frontières sur cette petite île? On a le sentiment depuis ces dernières années que ça devient quasiment impossible. Est-ce qu'on est capable de le faire, tout simplement? Elle paraît simple, idiote ma question, mais on se pose cette question réellement. Elle n'est pas idiote du tout. Et en l'occurrence, il y a là une vraie réflexion à conduire. Alors je voudrais dire deux choses. D'une part, oui, on peut amener des effectifs supplémentaires, oui, on peut espérer qu'il y ait plus de répression, oui, on peut espérer qu'il y ait plus d'étrangers en situation irrégulière interpellés. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que aujourd'hui, on sent bien qu'il n'y a pas un climat de confiance suffisant entre les forces de sécurité intérieure et la population. Vous voulez, on est ici, comme dans un certain nombre d'outre-mer, dans une situation où, par exemple, le milieu associatif n'est pas suffisamment développé pour prendre en compte les problèmes sociétaux qui minent cette société. Le décrochage scolaire, le problème des violences faites aux femmes également, le problème des viols. Et moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement quand on sait, par exemple, qu'outre-mer, il y a 2 fois plus de viols qu'en métropole et que Mayotte, malheureusement, est sur la première marche du podium. Il y a 4 fois plus de viols rapportés à la population qu'il y en a en métropole ici sur Mayotte, dont 70% de mineurs d'ailleurs. Et le milieu associatif derrière tout ça, où sont les places d'hébergement pour les femmes battues ici à Mayotte? Il y a des vrais sujets sur lesquels il faut que nous travaillions ensemble, dans le cadre d'un partenariat qui s'inscrit d'ailleurs dans le cadre de la police de sécurité du quotidien, voulu par monsieur le ministre de l'Intérieur. Alors en termes d'immigration, encore un message d'un auditeur qui nous dit clairement très bien de renvoyer les personnes qui n'ont rien à faire sur notre territoire, qui sont en situation irrégulière, mais il y a plus important que ça. Vous savez ce que c'est, mon général? Je vous écoute. Qu'ils ne reviennent pas. Alors, qu'ils ne puissent ne pas revenir. Parce que les renvoyer, très bien, mais dans 24 heures, mon général, dans 48 heures, il y a un Kwassa qui va arriver, 4, 5 dans la journée, avec les mêmes personnes qui vont revenir. Certains d'entre eux, pas tous, loin de là, mais certains d'entre eux sont des criminels qui reviennent, qui n'ont pas pu être jugés.
Absolument. Alors là, ça fait beaucoup de sujets Oui. dans la même question, mais bon, évoquons simplement le fait du retour. Vous savez, j'ai servi en Guyane pendant 3 ans. Je commandais la gendarmerie en Guyane de 2013 à 2016. Les phénomènes migratoires et ces difficultés, je les connais. Je les connais, mais j'ai coutume de dire qu'il est très difficile d'arrêter la misère avec des fusils. Pourquoi est-ce que ces gens Et c'est un viennent? militaire qui le dit. Ils viennent, oui, bien sûr. Je dirais ni les Américains face au Mexique, ni le rideau de fer n'est parvenu à arrêter la misère. Quand les gens n'ont plus rien à perdre, ils viennent. On le Ils ferait viennent, tous, on le ferait tous. mais absolument. Oui. Et puis pour nos femmes, nos enfants, Bien et sûr. de manière à pouvoir leur apporter de quoi vivre. Alors c'est une vraie difficulté. C'est la raison pour laquelle il faut les traiter avec certes fermeté, mais aussi humanité. Et je sais que c'est difficile, et c'est difficile à entendre sans aucun doute ici à Mayotte, mais nous sommes là pour faire le boulot, nous l'avons prouvé. Madame la ministre des Outre-mer, lorsqu'elle dit quelque chose, elle le fait. Et on est sur cette ligne-là. On est sur cette ligne-là, mais encore une fois, nous, on veut travailler avec la population. Et j'ai devant moi, un document qui a été mis sur la table lors de la première réunion qu'on a eue à Caze-Rocher avec l'ensemble de nos interlocuteurs. C'est le plan Mayotte Sécurité pour tous. Alors, Il a été établi en 2016, mon général. En par juin Cazeneuve. 2016, absolument. Et depuis... Mais depuis, les engagements ont été tenus, notamment en termes d'augmentation d'effectifs. Vous pouvez regarder, malheureusement, tout le volet prévention, partenariat, qui était inclus dans ce plan. Et quand on le relit aujourd'hui, on se dit, tiens, on aurait peut-être dû le mettre en œuvre finalement. Mais c'est pas l'État tout seul qui peut le mettre en œuvre. Là, dans ce plan, c'était du partenariat, de la prévention. Lorsqu'on voulait créer un incubateur des partenariats, c'est un mot un peu compliqué, etc. Ouais. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre en place des partenariats entre la gendarmerie, la police et la population, de travailler ensemble. C'est une coproduction qu'il nous faut mettre en place ici à Mayotte, et c'est ce qui manque. Et moi, je suis à la disposition des interlocuteurs qui voudront travailler, vous savez, honnêtement, sincèrement, en toute transparence, pour développer notamment les volets de prévention et de partenariat, parce que c'est ça aussi dont Mayotte a besoin. Puisqu'on est sur le fond, on va y rester, pas dans le fond, hein, mais sur le fond, mon général. Est-ce qu'on peut arriver à gérer le flot migratoire, qu'elle soit clandestine ou pas, tout seul? Est-ce que, souvent on nous parle de coopération régionale qu'on n'arrive pas à mettre en place? Parce qu'en face, on a a priori, des gens qui ne respectent pas les règles. Pourquoi en face, chez nos voisins, chez nos cousins comoriens, sur les plages, les forces de l'ordre n'arrivent pas à contrôler leur propre plage sur le départ? Est-ce que là, il n'y a pas une vraie coopération à mettre en place? Et pourquoi on n'a jamais réussi à la mettre en place? Alors pourquoi on n'y a pas réussi? Vous savez, là je vais être très humble. Bon, Oui. moi je connais Mayotte puisque je commande tous les Outre-mer. Exact. Je connais Mayotte mais pas suffisamment. Hein, donc ces questions-là, en ce qui concerne l'attitude des autorités comoriennes, doivent être traitées par des gens qui sont compétents, pas par moi. Hein, moi j'y vois effectivement une vraie difficulté sur le territoire, ici à Mayotte, et ses impacts. On n'est pas aveugle. On voit bien qu'il y a un certain nombre de difficultés. On Peut-être essaie. parce qu'il y a deux discours différents, celui de la diplomatie, le Quai d'Orsay, et celui de l'intérieur. Et c'est pas la première fois, mon général, qu'on a deux discours différents. Vous me permettrez de ne pas répondre à cette question. Bon, Oui, bien sûr, posez je la peux question comprendre. au Quai d'Orsay qui vous donnera tous les éclairages nécessaires. Moi, ce que je suis un homme de terrain. Je suis un homme de terrain qui veut discuter avec mes concitoyens français et essayer de trouver des solutions à des problématiques qui les impactent directement. Et la lutte contre l'immigration clandestine, c'est pas le seul sujet. Il y a d'autres sujets. Et moi, je suis à la disposition de ceux qui voudront en discuter avec moi. Ça veut dire que même la population, les représentants de l'intersyndicale, le collectif, si effectivement ils veulent vous rencontrer, ils peuvent le faire? Alors, bien évidemment, mais bon, on s'est déjà rencontrés d'ailleurs, on s'est déjà... Enfin, il n'y a plus que vous, parce que vu. Jean-Jacques Brault s'en va ce soir. Hein. Alors bon, puis je vais vous donner un scoop. Ouais. Je reste moi une semaine de plus puisque je partirai la semaine prochaine à la demande de Madame la ministre des Outre-mer et du ministre de l'Intérieur. Cette lettre qui a été envoyée par le Premier ministre Édouard Philippe, est-ce qu'elle est de nature également à calmer un peu les tensions sur Mayotte? Moi, j'y vois une ouverture, à une Ouais, main ouais. tendue, hein, et puis un certain nombre d'annonces. Bon, à l'évidence, la discussion doit s'installer, Ouais. et elle doit s'installer avec nos interlocuteurs, dont parfois, c'est vrai, les demandes sont arrivées un petit peu en ordre dispersé, même en termes de sécurité. Vous savez, moi, je suis resté sur le volet sécurité depuis le début, et j'ai vu les demandes évoluer. J'ai vu, la brigade de Dembéni, qui à un moment disparaît, etc. D'ailleurs, je peux vous dire qu'on est en train de travailler sur la mise en place d'une brigade à Kongou dès cet été. C'était prévu, ça, déjà de longue date? C'est pas nouveau? Attendez, c'était prévu, mais personne n'avait rien acté. C'est vrai. Bon, donc maintenant, on travaille sur ce sujet, Dembéni également, pour offrir à nos concitoyens un meilleur accès
à la sécurité et des meilleures conditions d'intervention que c'est le cas aujourd'hui, il convient de le reconnaître. Encore des questions d'auditeurs. C'est bien beau, mon général, de vider l'évier à la petite cuillère, mais tant qu'on ne ferme pas le robinet, ça ne servira à rien. On parle toujours de ces retours. On revient à cette question, et bon, des problématiques. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de moyens non plus. Quand on voit les bateaux, que ce soit de la gendarmerie ou de la PAF, il y en a deux qui sont les matelas, enfin les pneumatiques qui sont crevés. On manque véritablement de moyens. On nous parle de cette, pardon pour l'expression, je crois que c'est une frégate, c'est ça? Oui. Une frégate. Elle est où la frégate? Ah ben, elle est arrivée déjà depuis plusieurs jours. Et d'ailleurs, elle vient Elle circule autour de l'île? Ah, bien évidemment. Ouais. Non, mais ça c'est un engagement, et c'est un engagement qui est tenu. Et je peux vous dire que Madame Girardin verrait d'un très mauvais œil le fait que cette frégate et ce bateau ne soient pas présents dans les eaux territoriales. Exactement. Elle tourne autour de Mayotte et elle prévient les autorités. Comment ça se passe? Alors en l'occurrence, vous le savez, ici il y a des radars, il y a un certain nombre de capacités pour pouvoir identifier. Et puis c'est de la dissuasion. Mais il n'y a pas que la LICMER. Il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Je dirais l'essentiel de la lutte contre l'immigration clandestine se fait sur terre. Et c'est d'ailleurs ce que nous sommes en train de faire en ce moment dans des proportions qui, par le passé, ne trouvent pas tellement d'équivalent. Et nous allons continuer cet effort dans les jours prochains. D'ailleurs, au moment où nous parlons, il y a des opérations qui sont en cours sur le terrain, comme il y en a eu hier. Est-ce que selon vous, je ne sais pas si vous allez me répondre à cette question, mais vous m'avez dit en début d'émission, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Il n'y a pas de tabou, monsieur Milan. Exactement. Mon général, est-ce que le droit du sol, aujourd'hui, de ce que vous vivez sur le terrain, de ce que vous constatez sur le terrain, est-ce que le droit du sol est véritablement un aspirateur à immigration clandestine? Alors, vous voyez bien que c'est une question éminemment polémique, je dirais, parce que si on ne parle pas de droit du sol, on parle de quoi? Du droit du sang. Enfin bon, je dirais, on est là sur des sujets particulièrement épineux, sur lesquels, bon, moi c'est pas de mon niveau, c'est bien au-dessus que ça se passe, comme on dit en anglais, it's over my pay grade. D'accord. Donc vous, homme de terrain, c'est l'opération. Vous pouvez revenir sur ce qui se passe actuellement du côté de Bandrélé et de Tsingoni. On nous dit effectivement qu'il y a deux grosses opérations lutte contre l'immigration clandestine, et on invite la population à avoir ses papiers sur soi. Absolument. Bon, ça permet de pouvoir identifier qui est en situation irrégulière et qui ne l'est pas. Je veux dire, bon, on est là dans le cadre d'opérations qui, encore une fois, vont se renouveler tous les jours. Tous les jours, sauf pendant, je dirais, les élections de dimanche prochain, comme le week-end dernier. Mais bon, ça va continuer et ça va pas s'arrêter quand les deux escadrons qui étaient là en renfort vont repartir. Jusqu'en juillet. On va continuer en juillet avec l'escadron supplémentaire. Je rappelle que c'est quand même plus de 80 personnels qui sont là et qui d'ailleurs, je tiens à le dire, vivent tout au moins pour les deux escadrons qui sont là dans des conditions particulièrement difficiles, sous des tentes qui ne sont pas climatisées. Je dirais avec des lits picots, enfin des lits pliants qui sont alignés les uns à côté des autres. Voilà les conditions de vie de ces gendarmes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces gens qui sont bloqués par les barrages, qui sont de l'autre côté des barrages, qui sont dans leur voiture? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces chefs d'entreprise qui sont à deux doigts de fermer leur entreprise parce qu'il n'y a plus aucune activité? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces gens qui se posent la question, une question toute simple: pourquoi, avec les moyens que vous avez, vous ne faites pas sauter les barrages? Parce que pour l'instant, le processus politique doit continuer et notre responsabilité, c'est d'assurer l'ordre public sur l'ensemble du territoire mahorais. C'est une responsabilité difficile parce que moi je comprends la difficulté de tous ces gens dont l'activité économique, l'activité personnelle parfois est impactée par cette situation. J'espère et je forme des vœux pour que la raison prévale et que tout le monde puisse s'asseoir autour de la table pour discuter entre Français. Merci beaucoup, mon général, d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions, même les plus compliquées. En tout cas, vous nous aviez donné l'autorisation. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.